Je n'aurais jamais imaginé que je serais celle qui perdrait tout, à peine consciente, ma propre main forcée de me trahir. On m'avait dit que la sédation me ferait ne rien sentir. Au lieu de ça, elle a anesthésié mon cœur pendant qu'on forçait ce stylo entre mes doigts, tremblants. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine Dubois et, à 73 ans, je pensais savoir ce que signifiait la famille. Je pensais comprendre l'amour. Je pensais que le bel appartement ancien du Marais, où j'avais vécu pendant 47 ans, serait toujours à moi. Je pensais que mes enfants me protégeraient comme je les avais protégés. J'avais tort sur toute la ligne. Le matin où tout a commencé, je me souviens de l'odeur du thé Earl Grey fumant dans ma tasse en porcelaine préférée, celle avec de minuscules roses bleues que mon défunt mari, Robert, m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. J'étais assise dans mon fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant les premiers travailleurs se presser dans la rue des Archives en contrebas. Les feuilles d'automne prenaient une teinte dorée sur le vieux chêne de l'autre côté de la rue, et pendant un instant, tout semblait paisible. Puis mon téléphone a sonné. « Maman, il faut qu'on parle. » C'était mon fils David, sa voix empreinte de cette tension que j'avais appris à redouter. « On peut passer aujourd'hui ? » « Bien sûr, mon chéri, » ai-je dit, bien qu'un froid se soit installé dans mon estomac. « Est-ce que tout va bien ? On t'expliquera en arrivant. » La ligne s'est coupée. J'ai regardé le téléphone dans ma main, me sentant soudainement petite dans ma propre maison. Par la fenêtre, je pouvais voir le pont Neuf s'étirer au-dessus de la Seine, ses arches brillant sous le soleil matinal. J'avais observé ce pont tous les jours pendant des décennies, une constante dans un monde qui semblait de plus en plus souvent vaciller sous mes pieds. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand David et sa sœur Nathalie sont arrivés ensemble. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois avant ce jour-là. Leur relation fracturée par l'argent, l'orgueil et toutes les petites cruautés que les familles s'infligent. Mais ils étaient là, debout sur mon paillasson, formant un front uni, leurs visages arborant des expressions que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Assieds-toi, maman, » a dit Nathalie, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Nous devons discuter de ton avenir. Ton avenir, pas notre avenir ensemble. Pas comment il pouvait m'aider. Mon avenir, comme s'il leur appartenait d'en décider. » Je me suis réinstallée dans mon fauteuil, resserrant mon gilet autour de mes épaules. L'appartement me parut soudain trop grand, trop silencieux, empli du poids des mots non dits. David s'est assis sur le canapé où Robert lisait ses journaux, tandis que Nathalie s'est perchée sur le bord d'une chaise de la salle à manger, son sac à main de créateur serré sur ses genoux comme une armure. « Maman, tu vieillis », a commencé David sur un ton soigneusement mesuré. « Vivre seul dans ce grand appartement n'est plus prudent. Je me débrouille très bien, » ai-je répondu, même si ma voix semblait plus faible que je ne l'aurais voulu. « Vraiment ?» a interrompu Nathalie. « Tu es tombée le mois dernier, tu te souviens? Et si quelque chose de grave arrivait et que personne ne te trouvait pendant des jours? La chute. J'avais glissé dans la salle de bain, rien de grave, juste un bleu sur la hanche. Mais il l'avait appris d'une manière ou d'une autre, probablement par Madame Perrin, ma voisine de palier, qui était pleine de bonnes intentions mais s'inquiétait trop. Je gérais ma propre vie depuis 7 décennies, mais soudain, tout le monde me croyait incapable. « Nous avons trouvé une merveilleuse résidence pour seniors », a poursuivi David. « Le Val-Fleury, en banlieue, à Créteil. Ils ont des activités, des soins médicaux sur place, des gens de ton âge avec qui socialiser. Des gens de mon âge. » Comme si avoir 73 ans signifiait que j'appartenais à une catégorie distincte de l'humanité, mise à l'écart pour ne déranger personne. « Je ne veux pas déménager », ai-je dit doucement. « C'est ma maison. » Nathalie a soupiré, un son sec et impatient. « Maman, sois réaliste. Tu ne peux plus entretenir cet endroit. La taxe foncière à elle seule dévore tes économies. Mes économies. Comment était-elle au courant de mes économies? Et franchement, a ajouté David, la valeur de cet appartement pourrait financer tes soins pendant des années.
Il vaut plus d'1 million d'euros maintenant. On pourrait le vendre, t'installer dans un endroit confortable et investir le reste pour s'assurer que tu sois prise en charge. Voilà. La vraie raison de leur sollicitude soudaine. Mon appartement du Marais, acheté pour l'équivalent de quelques milliers d'euros en 1976, valait maintenant plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Un bien immobilier de premier choix dans l'un des quartiers les plus prisés de Paris. Mon mari et moi avions économisé sou après sou pour acheter cet endroit. Nous y avions élevé nos enfants. Nous avions construit une vie entre ces murs. Maintenant, ce n'était plus qu'un actif à liquider. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, mes mains tremblant légèrement alors que je prenais ma tasse de thé. Bien sûr, maman, a dit Nathalie, sa voix douce comme du miel. Mais ne prends pas trop de temps. La résidence a une liste d'attente, et nous ne voudrions pas que tu manques une si parfaite occasion. Ils m'ont laissée assise dans ce fauteuil, à regarder le pont, me demandant à quel moment j'étais devenue quelqu'un dont l'avis ne comptait pas dans les décisions concernant ma propre vie. Le thé avait refroidi dans ma tasse, et l'appartement semblait immense autour de moi, rempli de 47 ans de souvenirs qui, apparemment, ne signifiaient rien pour personne d'autre que moi. J'ai pensé à Robert alors, à la façon dont il m'appelait sa dame de fer parce que je ne reculais jamais devant un combat. Il avait ri quand je m'étais disputée avec le syndic à propos du chauffage en panne, quand j'avais marché jusqu'à l'école pour défendre nos enfants, quand j'avais tenu tête à son patron qui essayait de réduire sa pension. Mais quelque part en chemin, j'avais cessé de me battre. J'étais devenue docile, agréable, le genre de mère qui dit oui à tout et ne demande rien en retour. Ce soir-là, j'ai appelé ma petite fille Emma. C'était la fille de David, 25 ans, graphiste à Paris. De toute ma famille, elle était la seule qui appelait encore juste pour discuter, qui se souvenait de mon anniversaire sans rappel, qui semblait me voir comme plus qu'un simple fardeau vieillissant. « Mamie !» Sa voix était pleine d'un plaisir sincère. « Comment vas-tu ? » « Je suis. » J'ai fait une pause, ne sachant pas comment formuler les choses. « Je suis perdue, ma chérie. » « À propos de quoi ? » Je lui ai parlé de la visite, de la résidence pour seniors, de la façon dont David et Nathalie l'avaient présentée comme si mon avis n'était qu'une simple formalité. Emma est restée silencieuse un long moment. « Mamie, est-ce que tu veux déménager ?» Une question si simple, mais personne d'autre n'avait pris la peine de la poser. « Non, » ai-je murmuré. « J'aime ma maison. Alors, ne déménage pas. Mais ils pensent que c'est mieux pour moi. Ils pensent que c'est mieux pour eux, » a dit Emma fermement. « Ce n'est pas la même chose. » Après avoir raccroché, j'ai traversé mon appartement, le regardant vraiment pour la première fois depuis des mois. La cuisine où j'avais appris à mes enfants à cuisiner, où Robert et moi avions partagé d'innombrables tasses de café et de conversations tranquilles. Le salon où nous avions organisé des fêtes d'anniversaire et des dîners de Noël, où j'avais bercé mes petits-enfants pour les endormir. La chambre où Robert était mort paisiblement dans son sommeil il y a 3 ans, où j'avais fait mon deuil et appris lentement à vivre seule. Ce n'était pas seulement de l'immobilier, c'était ma vie, contenue entre 4 murs et 47 ans d'amour, de perte et d'existence quotidienne. Mais alors même que je sentais une étincelle de défi, le doute s'est insinué. Étais-je égoïste ? David et Nathalie avaient-ils raison de dire que je ne pouvais plus me débrouiller seule ? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit comme des feuilles d'automne prises dans le vent, impossibles à saisir et à examiner correctement. Le lendemain matin, un autre appel de David. « Maman, je t'ai pris rendez-vous pour visiter le Val-Fleuri jeudi. Nathalie et moi passerons te prendre à 10h. Je n'ai encore rien décidé, » ai-je protesté. « Regarde juste. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? » Tout, j'avais envie de dire. Ça pourrait tout détruire si je m'engageais sur cette voie et me laissais emporter par la certitude des autres sur ce qui était le mieux pour ma vie. Mais j'ai dit oui quand même, parce que c'est ce que je faisais toujours. Le Val-Fleuri était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Moquette beige, éclairage fluorescent et une odeur de désinfectant industriel masquant à peine quelque chose de plus désagréable en dessous. La directrice, une femme qui ne devait pas avoir plus de 40 ans, parlait de moi comme si je n'étais pas là. « Madame Dubois s'intégrerait parfaitement ici », a-t-elle dit à David et Nathalie.
Nous avons de merveilleux programmes pour les résidents de son niveau d'autonomie. Mon niveau d'autonomie. J'avais envie de lui dire que je fonctionnais très bien depuis 73 ans. Merci beaucoup. Que je lisais encore 3 journaux chaque matin, que je tenais toujours mes comptes, que je cuisinais encore des repas élaborés pour une seule personne parce que je refusais d'abandonner le simple plaisir de la bonne nourriture. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et souri, et je les ai laissés discuter de mon avenir, comme si j'étais une enfant qui avait besoin d'adultes pour prendre les décisions importantes. La visite comprenait un petit appartement, qu'ils appelaient une suite, mais qui n'était en réalité qu'une chambre avec une kitchenette, ne pouvant accueillir guère plus qu'une plaque chauffante. La fenêtre donnait sur un parking. Il n'y avait pas de place pour mon piano, le quart de queue que Robert m'avait offert par surprise pour notre 25e anniversaire. Il n'y avait pas de place pour mes livres, mes photographies, mon jardin de plantes d'intérieur que j'avais mis des décennies à cultiver. « C'est parfait pour toi, maman », a dit Nathalie d'un ton enjoué. « Tellement moins de soucis. Moins de soucis. Moins de choses à entretenir. Moins de choses à aimer. Moins de vie à vivre. » Sur le chemin du retour vers Paris, David a mentionné nonchalamment qu'il avait déjà parlé à un agent immobilier. Juste pour avoir une idée de la valeur marchande, a-t-il dit. Nous voulons nous assurer que tu obtiennes le meilleur prix possible. Le meilleur prix possible pour la vie que j'avais construite. Comme si l'amour et les souvenirs pouvaient être convertis en euros, déposés sur un compte d'investissement pour générer des dividendes pour mes dernières années. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et un bloc-notes, essayant de faire le point sur mes finances. Je n'étais pas riche, loin de là, mais je n'étais pas non plus sans le sou. Ma retraite de l'Éducation nationale, où j'avais travaillé comme bibliothécaire pendant 30 ans, combinée à ma pension de réversion et à la modeste assurance vie de Robert, suffisait à couvrir mes dépenses. J'étais propriétaire de mon appartement, le crédit avait été remboursé il y a des années. Alors pourquoi mes enfants insistaient-ils tant sur le fait que je ne pouvais pas me permettre de rester? J'ai pensé à appeler Emma à nouveau, mais il était tard, et je ne voulais pas l'accabler avec mes problèmes. Au lieu de cela, je me suis retrouvée à composer le numéro de ma vieille amie Josiane Martin, qui habitait 2 immeubles plus loin, rue Vieille du Temple. Josiane était ma meilleure amie depuis 1985, lorsque sa famille avait emménagé dans le quartier. Nous avions élevé nos enfants ensemble, avions traversé des décennies de joie et de peine côte à côte. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil honnête, c'était bien Josiane. « Ma chérie », a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation, « ça ne me dit rien qui vaille. » Tu penses que je suis têtue? Je pense qu'on te met la pression. Et je pense que tu dois te demander pourquoi tes enfants sont si pressés de mettre la main sur ton appartement. La question est restée en suspens entre nous, inconfortable et nécessaire. Peut-être qu'ils pensent vraiment que c'est mieux pour moi, ai-je dit, bien que les mots sonnaient creux même en les prononçant. Peut-être. Ou peut-être qu'ils voient les millions d'euros et qu'ils en ont marre d'attendre leur héritage. La possibilité m'a frappée comme un coup de poing. Mes propres enfants pouvaient-ils vraiment être aussi calculateurs? Leur souci pour mon bien-être pouvait-il n'être qu'une couverture pour leur désir de réclamer ce qu'ils considéraient comme leur dû? Josiane, ai-je dit doucement, quel genre de mère suis-je si je pense de telles choses de mes propres enfants? Tu es une mère qui ouvre enfin les yeux sur la réalité, a-t-elle répondu. Et il était temps. Après avoir raccroché, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans mon appartement en chemise de nuit, touchant des objets familiers comme s'ils étaient des talismans capables de me garder ancrée dans ma propre vie. Le miroir ancien qui avait appartenu à ma grand-mère. Le vase en céramique que Robert et moi avions acheté lors de notre lune de miel. La photo encadrée de nous tous à la remise de diplôme d'Emma, la dernière fois où nous avions tous été vraiment heureux ensemble. Quand est-ce que ça avait changé? Quand mes enfants avaient-ils cessé de me voir comme leur mère pour me considérer comme un obstacle à surmonter? J'ai repensé aux années qui ont suivi la mort de Robert, à la façon dont David et Nathalie s'étaient précipités avec des offres d'aide qui étaient progressivement devenues des exigences de contrôle. Ils avaient insisté pour prendre en charge mes finances, juste pour rendre les choses plus faciles. Ils avaient critiqué mon ménage, ma conduite, mes activités sociales. Chaque aspect de mon indépendance avait été lentement érodé.
comme une plage usée par des vagues incessantes. Et j'avais laissé faire parce que j'étais reconnaissante de leur attention, désespérée de ne pas être oubliée ou abandonnée dans mon deuil. Le lendemain matin apporta une autre surprise désagréable. Je prenais mon petit déjeuner quand on a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu un jeune homme en costume chair portant une mallette. « Madame Dubois? Je suis Jacques Crawford de l'agence Crawford et Associés. Votre fils David m'a demandé de passer pour discuter de la mise en vente de votre bien. Je n'avais accepté de mettre quoi que ce soit en vente, mais il était là, sur mon seuil, comme si la décision avait déjà été prise. Il a traversé ma maison avec l'œil calculateur de quelqu'un qui évalue du bétail, prenant des notes sur sa tablette, prenant des photos. « Magnifique parquet d'origine », a-t-il murmuré. « Charme classique de l'haussmannien. Ça se vendra vite sur le marché actuel. » Il a cité un chiffre qui m'a donné le vertige. 1 400 000 €. Plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'avoir. Mais pendant qu'il parlait de mètres carrés, de ventes comparables et de tendances du marché, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment il voyait ma vie comme une simple marchandise à vendre au plus offrant. Après son départ, j'ai appelé David. « Pourquoi y avait-il un agent immobilier chez moi ?» ai-je demandé sans préambule. « Maman, je te l'ai dit, on explore juste les options. » Savoir ses pouvoirs? Non. Tu n'avais pas ma permission de l'envoyer ici. J'essaie de t'aider à prendre une décision éclairée. N'est-ce pas ce que tu veux? La conversation a tourné en rond. David se présentant comme le fils dévoué, essayant de protéger sa mère confuse de faire de mauvais choix. Quand j'ai raccroché, je me sentais étourdie et incertaine. Comme si ma propre réalité était réécrite par des gens qui prétendaient mieux savoir que moi ce qui était bon pour moi. Cet après-midi-là, Emma a appelé. « Mamie, papa m'a appelé. Il dit que tu es difficile à propos du déménagement. » Difficile. Le mot m'a piqué. On m'avait qualifié de bien des choses dans ma vie. Têtue peut-être, ou ayant des opinions bien arrêtées, mais jamais difficile. C'était un mot que les gens utilisaient pour décrire les parents âgés gênants qui n'avaient pas la bonne grâce de se conformer tranquillement au plan des autres pour leur vie. « Je veux juste rester chez moi », ai-je dit. « Alors reste. Tu n'as besoin de la permission de personne pour vivre ta propre vie. » Si seulement c'était si simple. La pression de David et Nathalie était constante maintenant. Un flot ininterrompu d'appels téléphoniques, de visites et de suggestions utiles qui ressemblaient en plus à des ordres. Ils avaient programmé une autre visite dans une autre résidence pour seniors. Ils m'avaient pris rendez-vous avec un conseiller financier qui allait m'aider à comprendre mes options. Ils étaient même allés jusqu'à suggérer que je développais peut-être une forme de démence, que ma réticence à déménager était un signe de déclin cognitif plutôt qu'un choix rationnel fait par une femme adulte. Le harcèlement psychologique était subtil mais persistant. Il remettait en question mon souvenir de nos conversations, suggérait que j'oubliais des choses, laissait entendre que je ne pensais pas clairement. C'était une forme insidieuse de manipulation émotionnelle qui me faisait douter de mes propres perceptions et de mon jugement. Mais parfois, dans les moments calmes, je sentais une lueur de mon ancien esprit combatif. Je pensais aux paroles de Josiane, à la loyauté féroce d'Emma, à la femme que j'étais avant que le chagrin et la solitude ne me rendent docile. La crise est survenue un mardi matin de novembre. Je ne me sentais pas bien, juste un rhume persistant qui s'était logé dans ma poitrine quand David est arrivé à l'improviste avec une femme que je ne connaissais pas. « Maman, voici le docteur Sarah Leroy. Je lui ai demandé de passer pour voir comment tu allais. Le docteur Leroy était assez agréable, mais quelque chose dans la situation me semblait anormal. Pourquoi David ne m'avait-il pas dit qu'elle venait? Pourquoi ne m'avait-il pas demandé si je voulais voir un médecin? » Elle m'a examiné brièvement, a posé quelques questions sur mon état de santé, puis a eu une conversation à voix basse avec David dans le couloir. Quand ils sont revenus, ils avaient tous les deux l'air grave. « Madame Dubois, » a dit le docteur Leroy, « je pense que vous pourriez bénéficier d'un léger sédatif pour vous aider avec votre anxiété concernant le déménagement. Il est tout à fait naturel de se sentir stressé par les grands changements de la vie, mais nous ne voulons pas que vous vous rendiez plus malade à force de vous inquiéter. » Je n'avais pas mentionné que je me sentais anxieuse à propos d'un quelconque déménagement. En fait, je lui avais à peine parlé. Mais avant que je puisse protester, elle préparait une seringue.
Ça va juste vous aider à vous détendre, a-t-elle dit. C'est très léger. Rien à craindre. L'injection m'a rendue somnolente et détachée, comme si je flottais légèrement en dehors de mon propre corps. David m'a aidé à m'asseoir dans mon fauteuil, m'a apporté un verre d'eau, m'a parlé d'un ton apaisant en me disant que tout irait bien. Puis Nathalie est arrivée avec d'autres papiers à signer. Juste quelques documents préliminaires, a-t-elle expliqué, en les posant sur la table basse devant moi. Rien de majeur, juste pour lancer le processus. À travers le brouillard de la sédation, j'ai essayé de me concentrer sur les mots, mais les lettres semblaient danser sur la page. Langage juridique, transfert de propriété, formulaire de procuration. David a mis un stylo dans ma main, a guidé mes doigts vers la ligne de signature. Signe juste ici, maman. On s'occupe de tout. Ma main semblait lourde, déconnectée de ma volonté. Le stylo a glissé sur le papier, mais quelque chose au plus profond de ma conscience droguée s'est rebellé contre ce qui se passait. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas ce que je voulais. Ce n'était pas un consentement. C'était de la coercition déguisée en soin. Avec un effort considérable, j'ai lutté contre le brouillard chimique et me suis concentrée sur ce que j'écrivais. Au lieu de mon nom, au lieu de Martine Dubois, j'ai écrit un seul mot avec des lettres tremblantes mais délibérées. Non. Nathalie a jeté un coup d'œil au papier et a hoché la tête distraitement, puis a regardé à 2 fois. Son visage est devenu blanc en fixant ma signature. « David » a-t-elle murmuré, la voix tendue par la panique. « Regarde ça !» Il s'est penché par-dessus son épaule, et j'ai vu son expression passer de la satisfaction au choc, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé, agitant le papier devant mon visage. « Qu'est-ce que tu as écrit ?» À travers la sédation, j'ai réussi à parler. Pas mon nom. Pas mon choix. Ça n'arrivera pas. Ils ont essayé de me faire signer à nouveau, prétendant que j'avais fait une erreur, que le médicament m'avait embrouillé. Mais bien que je me sente comme sous l'eau, je me suis accrochée à ce seul mot comme à une bouée de sauvetage. Non. Non à leur manipulation. Non à leur vol déguisé en soins. Non à la signature qui m'ôterait ma vie alors que j'étais à peine consciente. Le docteur Leroy m'a fait une autre injection, plus forte cette fois, et je me suis enfoncée dans un sommeil lourd, rempli de rêves troublants où des gens sans visage prenaient des morceaux de ma vie pendant que je regardais, impuissante. Je me suis réveillée le lendemain matin, seule dans mon appartement, entièrement habillée dans le même fauteuil où j'avais été droguée. J'avais la tête pleine de coton et la bouche sèche comme de la poussière. Sur la table basse se trouvait une pile de papiers, certains signés, d'autres froissés, et un avec mon non provocateur toujours bien visible là où ma signature aurait dû être. Il m'a fallu plusieurs minutes pour que toute l'horreur de ce qui s'était passé s'installe. Mes propres enfants m'avaient droguée. Ils avaient fait venir un médecin chez moi sous de faux prétextes, l'avaient fait me droguer sans mon consentement éclairé, puis avaient essayé de me piéger pour que je signe des documents légaux alors que j'étais diminuée. Ce n'était pas du soin. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la maltraitance de personnes âgées, purement et simplement. Mais alors même que la colère rejoignait la confusion dans mon cerveau encore embrumé, j'ai senti autre chose s'agiter, une détermination féroce qui était en sommeil depuis trop longtemps. Il m'avait sous-estimée. Il pensait que je n'étais qu'une vieille femme confuse qu'on pouvait manipuler et contrôler. Il n'avait pas compté sur la battante que j'étais, la femme qui avait tenu tête au syndic, au directeur d'école et à tous ceux qui essayaient de lui marcher sur les pieds. Cette femme était toujours là, enfouie sous des années de deuil et de complaisance, mais pas morte. Pas encore. J'ai passé le reste de la journée à éplucher les papiers qu'ils avaient laissés, essayant de comprendre ce qu'on m'avait piégé à signer. La plupart étaient du jargon juridique incompréhensible, mais un document était limpide. Un formulaire de procuration qui donnerait à David un contrôle total sur mes finances et mes décisions médicales. Dieu merci pour ce seul mot, non, griffonné sur la ligne de signature. Il avait invalidé tout le document, l'avait rendu sans valeur. Mon moment de défi, même à travers leur brouillard chimique, m'avait sauvé d'une impuissance juridique totale. Mais la découverte de ce qu'ils avaient tenté m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. C'étaient mes enfants, les bébés que j'avais allaités,
élevé et aimé de chaque fibre de mon être. Comment en étions-nous arrivés à ce point où ils me voyaient comme un simple obstacle entre eux et leur héritage? J'ai pensé aux années que je leur avais consacrées, aux sacrifices que j'avais faits. Lorsque la première entreprise de David a fait faillite, Robert et moi lui avions donné l'équivalent de 10 000 €, toutes nos économies pour les vacances. Lorsque Nathalie a traversé son divorce difficile, je m'étais occupée de ses enfants pendant des mois, pendant qu'elle se remettait sur pied. Lorsque la femme de David l'a quitté, j'avais été là avec des repas faits maison, du babysitting et une épaule pour pleurer. J'avais été plus qu'une mère. J'avais été une banque, une aide-soignante, une thérapeute, un filet de sécurité sur lequel ils pouvaient te compter chaque fois que la vie devenait difficile. Et c'est ainsi qu'ils me remerciaient, en me droguant et en essayant de voler ma maison. Le téléphone a sonné sans cesse ce jour-là. David, Nathalie, même l'agent immobilier voulant savoir quand il pourrait faire visiter l'appartement. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de thé avec des mains qui ne tremblèrent que légèrement, et je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre et j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Emma. « Mamie ? Tu as une drôle de voix. Est-ce que tout va bien ?» Je lui ai tout raconté. Le faux médecin, la sédation, la tentative de signature frauduleuse. Emma est restée silencieuse un long moment après que j'ai fini. « Mon Dieu, mamie, ce n'est pas de l'aide, c'est une séquestration et une escroquerie. Tu pourrais les faire arrêter. » L'idée ne m'avait pas traversé l'esprit, mais Emma avait raison. Ce qu'ils avaient fait était criminel, pas seulement immoral. Mais l'idée de faire arrêter mes propres enfants semblait impossible, même après tout ce qu'ils avaient fait. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé. « D'abord, tu dois montrer ces papiers à une avocate. Une vraie avocate, pas une amie de papa. Quelqu'un qui représente tes intérêts, pas les leurs. » C'était un conseil judicieux, mais l'idée de me battre contre ma propre famille au tribunal était épuisante avant même de commencer. Était-ce à cela que ma vie se résumait? Des batailles juridiques avec les personnes qui auraient dû me protéger? Emma a dû sentir mon hésitation. « Mamie, tu n'es pas obligée de tout détruire. Mais tu dois te protéger. » Ce soir-là, Josiane est venue avec de la nourriture d'un traiteur chinois et une bouteille de vin. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans une étreinte féroce qui m'a rappelé ce qu'était vraiment l'amour inconditionnel. « Raconte-moi », a-t-elle simplement dit. Je l'ai fait. Josiane a écouté sans m'interrompre, ses yeux sombres devenant de plus en plus en colère à mesure que je décrivais les événements de la veille. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment, sirotant son vin et regardant par la fenêtre le Pont-Neuf. « Ma chérie, » a-t-elle finalement dit, « je te connais depuis près de 40 ans. Tu as élevé ces enfants avec plus d'amour et de sacrifice que n'importe quelle mère que j'ai jamais vue. Mais l'amour ne leur donne pas le droit de te voler ta vie. Ils pensent donc qu'ils m'aident. Ils pensent qu'ils s'aident eux-mêmes à récupérer ton appartement. » C'était dur, mais probablement vrai. Josiane avait le don de trancher dans la complexité émotionnelle des relations familiales et de voir la réalité simple, souvent laide, qui se cachait en dessous. « Que ferais-tu à ma place ?» ai-je demandé. « Je me battrais », a-t-elle dit sans hésitation. « Je me battrais comme une lionne. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce mot « non » et à ce qu'il représentait. C'était la première fois depuis des années que je disais non à mes enfants, même si j'étais droguée quand je l'ai fait. Mais le pouvoir de ce refus était enivrant. J'avais oublié ce que c'était que d'affirmer ma propre volonté, de refuser d'être écrasée par les plans des autres pour ma vie. Le lendemain matin a apporté une autre visiteuse indésirable. Nathalie, parfaitement apprêtée dans son tailleur de femme d'affaires, portant une mallette et arborant le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. « Maman, il faut qu'on parle d'hier. »« Oui, » ai-je acquiescé. « Il le faut. » Elle s'est installée sur le canapé avec l'air de quelqu'un qui prend en charge une situation difficile mais gérable. « Je sais que tu es confuse à propos de ce qui s'est passé, mais... »« Je ne suis pas confuse, » ai-je interrompu. « Vous m'avez droguée et avez essayé de me faire signer des papiers m'ôtant mes droits alors que j'étais incapable de discernement. » L'expression soigneusement composée de Nathalie a légèrement vacillé. « Ce n'est pas. Tu te souviens mal. »« Vraiment ? Parce que j'ai les papiers que vous avez laissés. »
avec ma signature qui dit très clairement « non » au lieu de mon nom. Cela ne ressemble pas au comportement d'une femme confuse, à mon avis. « Maman, tu es mélodramatique. Le docteur Leroy t'a donné quelque chose de léger pour t'aider avec ton anxiété. » Quelle anxiété? Je n'ai jamais dit que j'étais anxieuse. Et qui est ce docteur Leroy? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nathalie a ouvert sa mallette et a sorti une nouvelle liasse de papier. Écoute, passons à autre chose et concentrons-nous sur ce qui est important. Nous avons un nouvel ensemble de documents ici qui reflètent correctement. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu, nous surprenant toutes les deux. Les yeux de Nathalie se sont légèrement agrandis. Maman. Non, ai-je répété, me levant de mon fauteuil avec plus d'assurance que je n'en avais ressenti depuis des mois. Je ne signe rien. Je ne déménage nulle part. Et je ne vais certainement plus mener d'affaires en étant droguée par un faux médecin que vous avez engagé pour me rendre docile. Elle n'est pas fausse. C'est une. Tout à fait légitime. Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas examinée correctement? Pourquoi ne m'a-t-elle pas posé de questions sur mes antécédents médicaux ou mes médicaments actuels? Pourquoi m'a-t-elle droguée en se basant sur des symptômes d'anxiété qui n'existaient que dans l'imagination de David? Nathalie était décontenancée maintenant, son contrôle soigneux lui échappant alors qu'elle cherchait des arguments à consonance juridique qui s'effondraient sous un examen de base. La voir se démener pour trouver des justifications était presque satisfaisant, si ce n'était pas si triste de voir ce que ma fille était devenue. Le fin mot de l'histoire, c'est ça, ai-je continué, me sentant plus forte à chaque mot. C'est ma maison, ma vie et ma décision. Si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être que nous n'avons plus rien à nous dire. Nathalie s'est levée brusquement, fourrant les papiers dans sa mallette avec des gestes secs et coléreux. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu tomberas dans les escaliers ou que tu auras un AVC et que tu resteras là pendant des jours avant que quelqu'un ne te trouve. Si c'est ta plus grande peur, peut-être que tu devrais m'appeler plus souvent. Tu sais, comme une fille qui se soucie réellement du bien-être de sa mère. Elle est partie sans un mot de plus, claquant ma porte assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. Je suis restée là, dans le silence soudain, le cœur battant d'adrénaline et de quelque chose qui ressemblait remarquablement à un triomphe. Je l'avais fait. J'avais dit non. Je m'étais défendue contre la manipulation et le chantage affectif de ma propre fille. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Mais je savais que ce n'était que le début. David et Nathalie n'allèrent pas abandonner facilement. Il y avait trop d'argent en jeu. Ils allèrent se regrouper, trouver de nouveaux angles d'attaque, de nouvelles façons de saper ma confiance et mon autonomie. Je devais être prête pour eux. Cet après-midi-là, j'ai pris rendez-vous avec une avocate et un nouveau médecin, tous deux recommandés par Emma, tous deux sans lien avec ma famille. J'en avais fini de croire les autres sur parole, sur ce qui était le mieux pour moi. Désormais, j'allais obtenir des conseils indépendants de personnes qui n'avaient aucun intérêt financier dans l'issue. L'avocate, maître Hélène Chevalier, était une femme vive d'une 50aine d'années, spécialisée en droit des aînés. Son cabinet était dans le centre de Paris, assez proche pour y aller à pied quand il faisait beau. Elle a écouté mon histoire avec une inquiétude croissante, prenant des notes et posant des questions détaillées sur la chronologie des événements. Ce qu'ils ont fait constitue de la maltraitance de personnes âgées, a-t-elle dit sans détour quand j'ai fini. La sédation sans consentement éclairé, la tentative d'obtenir des signatures alors que vous étiez diminué, ce sont des crimes graves, pas seulement des violations éthiques. Je ne veux pas les faire arrêter, ai-je dit rapidement. Je comprends. Mais vous devez vous protéger contre de futures tentatives. Nous devrions commencer par une évaluation complète de votre situation juridique et financière pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres vulnérabilités qu'il pourrait essayer d'exploiter. Elle m'a guidée à travers le processus de révocation de toute procuration que j'aurais pu signer auparavant, de sécurisation de mes comptes financiers et de documentation de la tentative de fraude pour référence future. C'était un travail épuisant, mais aussi valorisant. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir une alliée de mon côté. Le nouveau médecin, le docteur Isabelle Lambert, était tout aussi professionnelle et rassurante. Elle a procédé à un examen physique complet,
le genre que j'aurais dû recevoir de la mystérieuse docteur Leroy, et m'a déclaré en excellente santé pour une femme de mon âge. Votre tension artérielle est un peu élevée, mais ce n'est guère surprenant compte tenu de ce que vous avez traversé, a-t-elle dit. Il n'y a absolument aucune raison médicale pour que vous ne puissiez pas continuer à vivre de manière autonome pendant de nombreuses années. Avoir cet avis médical officiel était comme une armure contre les affirmations de mes enfants, selon lesquelles j'étais en déclin, confuse ou incapable de prendre soin de moi-même. Je n'étais rien de tout cela. J'étais juste une femme qui avait été systématiquement minée par les personnes qui auraient dû la soutenir. Au cours des semaines suivantes, David et Nathalie ont essayé toutes les ruses de leur répertoire. Ils ont fait appel à d'autres parents, à des amis de la paroisse, même à mes anciens voisins pour me convaincre que déménager était le choix sensé. Chaque conversation suivait le même scénario. Des expressions d'inquiétude pour ma sécurité, des allusions à mes capacités mentales, des suggestions selon lesquelles j'étais têtue et déraisonnable. Mais maintenant que je savais quoi chercher, leur tactique de manipulation était transparente. Je pouvais voir la façon dont ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là, la façon dont ils rejetaient mes préférences clairement exprimées, la façon dont ils se présentaient comme les enfants longanimes, essayant de s'occuper d'une mère difficile. La percée est venue lorsque David a commis une erreur cruciale. Il a appelé le cabinet de Maître Chevalier, se présentant comme mon fils et demandant des copies de mes documents juridiques. Bien sûr, Maître Chevalier ne pouvait rien divulguer sans ma permission, mais le fait qu'il ait essayé m'a tout dit sur son respect de ma vie privée et de mon autonomie. Il devient désespéré, a observé Maître Chevalier lorsqu'elle m'a appelé pour m'informer du contact. C'est en fait une bonne nouvelle. Cela signifie que nos mesures défensives fonctionnent. Mais les gens désespérés font des choses imprévisibles, et je n'étais pas préparée pour le prochain coup de David. Je faisais mes courses au petit marché de la rue de Bretagne quand j'ai rencontré Sophie Marin, une ancienne amie de l'école où j'avais travaillé. Nous avons bavardé agréablement pendant quelques minutes, prenant des nouvelles de connaissances communes et de nos familles. Quand j'ai mentionné que je vivais toujours dans le Marais, son visage a pris une expression de confusion. « Mais David m'a dit que tu avais déménagé dans une de ses résidences pour seniors, » a-t-elle dit. « Il a donné l'impression que tu y étais beaucoup plus heureuse, plus proche des soins médicaux et tout ça. » Mon sang s'est glacé. « Quand a-t-il dit ça? » « Oh, la semaine dernière au supermarché. Il semblait si soulagé que tu aies finalement accepté de déménager. » Je me suis excusée et je suis rentrée chez moi dans un état second, l'esprit tourbillonnant d'implications. David disait aux gens que j'avais déjà déménagé, que la décision avait été prise et exécutée. Essayait-il de créer un récit qui rendrait ma résistance réelle irrationnelle? Ou était-ce la préparation de quelque chose d'encore pire? Ce soir-là, j'ai appelé Emma. « Mamie, c'est vraiment inquiétant. On dirait que papa essaie de créer une fausse réalité où tu as déjà accepté tout ce qu'il veut. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être bon. Peut-être que tu devrais rester chez Josiane quelques nuits, juste le temps qu'on comprenne ce qu'il prépare. » J'avais pensé la même chose. Mon appartement ne me semblait plus sûr, pas alors que David avait les clés et apparemment aucun scrupule à se présenter avec de faux médecins pour me droguer. Josiane a immédiatement accepté de m'héberger, et nous avons prévu que je vienne le lendemain soir avec un petit sac de nuit. Mais je ne suis jamais arrivée chez Josiane. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des vertiges et des nausées. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être la grippe, il y avait un vilain virus qui circulait dans le quartier. Mais au fil de la matinée, je me suis sentie de plus en plus mal. À midi, j'étais si faible que je pouvais à peine tenir debout. J'ai appelé le docteur Lambert, qui m'a exhorté à venir immédiatement. Josiane m'a conduite à la clinique, où des analyses de sang ont révélé quelque chose de choquant. J'avais été systématiquement empoisonnée avec de petites doses de somnifères sur plusieurs jours. « Quelqu'un a mis des benzodiazépines dans votre nourriture ou votre boisson », a dit le docteur Lambert d'un ton sombre. « Pas assez pour vous tuer, mais assez pour vous rendre confuse, docile, et donner l'impression que vous souffrez d'un déclin cognitif. » La pièce a tourné autour de moi alors que toute l'horreur de la situation s'imposait. Quelqu'un m'avait droguée. Pas seulement cette fois-là avec le faux médecin, mais de manière répétée, méthodique, à des doses suffisamment faibles pour ressembler à un vieillissement normal ou à une maladie bénigne.
qui a accès à votre nourriture? A demandé le docteur Lambert. La réponse était évidente, même si je ne voulais pas y croire. David m'apportait des courses tous les quelques jours, prétendant qu'il ne voulait pas que j'aie à porter des sacs lourds. Nathalie m'avait préparé le déjeuner lors de ses visites, insistant sur le fait que je devais mieux manger. Ils m'avaient lentement empoisonné tout en exprimant leur inquiétude pour ma santé et mon bien-être. « Nous devons appeler la police », a dit fermement Josiane. « Ça a dépassé le stade du drame familial. C'est une tentative de meurtre. » Mais même face à cette preuve, j'ai hésité. C'étaient mes enfants. Aussi tordus que leurs actions soient devenues, ils étaient toujours les bébés que j'avais soignés pendant les fièvres nocturnes, les tout-petits à qui j'avais appris à faire leurs lacets, les adolescents pour qui je m'étais inquiétée, pour qui j'avais prié et que j'avais aimé inconditionnellement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ai-je dit faiblement. Le docteur Lambert n'était pas aussi compréhensive envers mes instincts maternels. « Madame Dubois, si quelqu'un continue à vous empoisonner, vous pourriez subir des dommages neurologiques permanents ou même mourir. Ce n'est pas une question de réconciliation familiale, c'est une question de survie. » Elle avait raison, mais le poids émotionnel de cette réalité était presque insupportable. Comment appeler la police pour ses propres enfants? Comment admettre que les personnes qui devraient vous aimer le plus au monde sont prêtes à vous tuer lentement pour de l'argent? Josiane m'a ramenée à son appartement, où j'ai passé l'après-midi dans un brouillard de chagrin et d'incrédulité. Elle m'a fait un café fort et m'a fait parler, m'aidant à traiter l'ampleur de ce que j'avais découvert. « Ma chérie, tu dois arrêter de les voir comme tes enfants, » a-t-elle dit doucement. « Les enfants n'essaient pas d'assassiner leur mère pour de l'argent d'héritage. Ce sont des criminels qui partagent de ton ADN par hasard. » Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis de Josiane, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai appelé l'inspectrice Marie Legrand au commissariat du 4e arrondissement et j'ai déposé une plainte officielle contre David et Nathalie pour maltraitance de personnes âgées, escroquerie et tentative d'empoisonnement. L'enquête a progressé rapidement une fois que la police s'en est mêlée. Ils ont trouvé les benzodiazépines dans ma boîte à café et mon sucrier, 2 récipients que David avait récemment remplacés, prétextant que les anciens étaient éventés. Ils ont interrogé le faux docteur Leroy, qui s'est avéré être une infirmière dont la licence avait été suspendue pour conduite contraire à l'éthique. Elle avait été payée 500 € en espèces pour me droguer sans effectuer un examen approprié ni obtenir mon consentement éclairé. Le plus accablant de tout était la trace écrite que Maître Chevalier m'avait aidé à découvrir. David et Nathalie planifiaient cela depuis des mois, consultant des conseillers financiers sur la meilleure façon de liquider mes actifs, faisant des recherches sur les résidences pour seniors qui accepteraient des placements d'urgence, et même présélectionnant un appartement à Paris qu'ils prévoyaient d'acheter avec le produit de la vente de ma maison. Ils avaient calculé que la propriété du Marais leur rapporterait environ 900 000 € après impôts et frais. La résidence pour seniors coûterait environ 60 000 € par an, ce qui signifiait que je pourrais être prise en charge pendant 15 ans, pendant qu'ils profiteraient du capital restant. C'était un plan d'affaires pour se débarrasser de moi, avec des feuilles de calcul et des analyses coûts-bénéfices. La confrontation a eu lieu un matin froid de décembre lorsque l'inspectrice Legrand a arrêté David et Nathalie à leur domicile respectif. Je n'étais pas là pour y assister. Mais Emma m'a appelé après pour décrire le choc de son père et les larmes de sa tante alors qu'on les emmenait menotter. Papa n'arrêtait pas de dire que c'était un malentendu, m'a dit Emma, la voix lourde de dégoût. Que tout ce qu'il avait fait, c'était pour te protéger. Même tante Nathalie prétendait qu'ils essayaient juste d'aider. Aider. Le mot avait perdu tout son sens après tout ce qu'il m'avait fait subir. La procédure judiciaire a duré des mois, pendant lesquels j'ai vécu tranquillement chez Josiane, pendant que ma propre maison était traitée comme une scène de crime. Maître Chevalier a géré l'affaire pénale avec une efficacité redoutable, construisant un argumentaire en béton selon lequel mes enfants s'étaient engagés dans une campagne systématique de maltraitance de personnes âgées, conçue pour faciliter le vol de mes biens. Les preuves étaient accablantes. Les documents de procuration falsifiés, les fausses évaluations médicales, l'empoisonnement systématique, la planification financière élaborée pour disposer de mes actifs. Face à des peines de prison potentielles,
David et Nathalie ont finalement plaidé coupables à des accusations réduites en échange d'une restitution complète et d'ordonnances de protection permanente. Le jour où j'ai enfin pu retourner dans mon appartement a été à la fois triomphal et déchirant. Les pièces étaient exactement comme je les avais laissées, mais elles semblaient différentes, souillées par la connaissance de ce qui s'y était passé. J'ai passé des heures à simplement marcher dans l'espace, le reconquérir centimètre par centimètre, remplaçant tout ce que mes enfants auraient pu contaminer. Mais peu à peu, l'appartement a recommencé à ressembler à un foyer. J'ai acheté de nouveaux meubles pour remplacer ceux qui portèrent de mauvais souvenirs. J'ai changé les serrures et fait installer un système de sécurité. Plus important encore, j'ai rempli l'espace de nouvelles expériences et de relations qui n'avaient rien à voir avec David et Nathalie. Emma venait régulièrement, amenant son nouveau petit ami et m'aidant à redécorer. Josiane et moi avons commencé à organiser des dîners hebdomadaires pour d'autres femmes du quartier qui vivaient seules. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque, j'ai suivi un cours de peinture à l'aquarelle, et j'ai même commencé à fréquenter un veuf doux nommé François qui habitait à quelques rues de là. La transformation n'a pas été instantanée. Guérir d'un tel niveau de trahison prend du temps. Il y a eu des nuits où je me suis réveillée en pleurant non seulement la relation que j'avais perdue avec mes enfants, mais aussi l'illusion que la famille signifiait sécurité et amour inconditionnel. J'ai dû réapprendre à faire confiance à mon propre jugement après des mois où l'on m'avait dit que j'étais confuse et incompétente. Mais lentement, régulièrement, j'ai construit une nouvelle vie basée sur mes propres choix plutôt que sur les attentes des autres. J'ai découvert que j'appréciais réellement de vivre seule, que la solitude n'était pas la perspective terrifiante que mes enfants en avaient faite. J'avais des amis qui appelaient parce qu'ils voulaient me parler, non parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. J'avais des activités qui m'apportaient de la joie plutôt que des obligations. 6 mois après les arrestations, j'ai reçu une lettre de David. Elle était pleine d'excuses et d'explications, de promesses qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, d'affirmations qu'il s'était juste inquiété pour mon bien-être. Il demandait si nous pouvions nous voir pour un café, discuter, peut-être commencer à reconstruire notre relation. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise dans ma déchiqueteuse. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées. Certaines relations sont trop toxiques pour être sauvées. J'avais passé 10 mois de ma vie à être systématiquement empoisonnée, manipulée et escroquée par les 2 personnes qui auraient dû me protéger. Aucune excuse ne pouvait effacer cette violation de confiance. Au lieu de cela, je lui ai écrit ma propre lettre, brève, claire et définitive. Je lui ai dit que j'étais reconnaissante pour les 25 bonnes années que nous avions eues avant que tout ne tourne mal, mais que ces années ne lui donnaient pas le droit de voler le reste de ma vie. Je lui ai dit que je lui souhaitais le meilleur, mais que nous en avions fini en tant que famille. Nathalie n'a jamais cherché à me contacter, ce qui était probablement mieux ainsi. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait déménagé dans le sud de la France, que ce soit pour prendre un nouveau départ ou pour éviter les rumeurs et les commérages à Paris. J'ai découvert que cela m'importait peu. La partie la plus étrange de toute cette expérience a été de découvrir à quel point j'avais été diminuée par leurs soins. Pendant des années, ils avaient progressivement érodé ma confiance, sapé mon jugement, me faisant douter de ma capacité à gérer mes propres affaires. Une fois cette critique constante retirée de ma vie, je me suis épanouie de manière inattendue. J'ai appris à utiliser les services bancaires en ligne et j'ai commencé à gérer mes propres investissements avec l'aide d'un conseiller financier indépendant qui n'avait aucun intérêt à m'orienter vers des produits coûteux. J'ai acheté un smartphone et j'ai compris comment faire des appels vidéo avec Emma lorsqu'elle voyageait pour le travail. J'ai même réappris à conduire dans Paris, chose que j'avais évitée pendant des années parce que David n'arrêtait pas de me dire que ce n'était pas prudent pour quelqu'un de mon âge. Chaque petite victoire était une révélation. Je n'étais pas en déclin ou en échec, j'avais fonctionné sous un nuage artificiel de doutes et de critiques qui n'avaient rien à voir avec mes capacités réelles. Libérée de ce fardeau, j'ai redécouvert la femme compétente et confiante que j'avais toujours été. Les aspects financiers de l'affaire ont été résolus assez rapidement. Le tribunal a ordonné à David et Nathalie de payer une restitution complète pour les frais de l'enquête, mes frais d'avocat et une pénalité substantielle pour la maltraitance.
Plus important encore, il leur a été interdit de façon permanente d'avoir une quelconque implication dans mes décisions financières ou médicales. Mais la vraie victoire n'était pas financière, elle était psychologique. Pour la première fois depuis des années, je vivais entièrement selon mes propres termes. Personne ne remettait en question mes décisions, ne sapait ma confiance ou ne me traitait comme une enfant gênante à gérer. 1 an après les arrestations, j'ai décidé de célébrer mon indépendance retrouvée en faisant un voyage dont je rêvais depuis la mort de Robert, mais que je n'avais jamais eu le courage d'organiser seule. Emma m'a aidé à réserver un séjour de 2 semaines en Italie avec des musées d'art, des cours de cuisine et des dégustations de vin en Toscane. Le voyage a été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. Je me suis fait des amis parmi les autres voyageurs, j'ai découvert que j'avais un talent pour la photographie, et j'ai réalisé qu'être seul ne signifiait pas être solitaire. Chaque coucher de soleil sur la Méditerranée était un rappel que la vie pouvait encore réserver des surprises et de la beauté, même à 74 ans. À mon retour à Paris, j'ai trouvé un paquet de David qui m'attendait. À l'intérieur se trouvait un petit bol en céramique que j'avais admiré des années auparavant dans un marché d'artisans. Il s'était souvenu de ce détail après toutes ces années et l'avait fait faire sur mesure par un potier. La note qui l'accompagnait était simple. « Je suis désolée pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai gardé le bol parce qu'il était beau, mais j'ai jeté la note sans la lire. Certaines excuses arrivent trop tard pour compter, après que trop de mal a été fait. Le pardon n'est pas toujours possible, ni même souhaitable. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour toutes les personnes concernées est simplement de passer à autre chose. » Emma est devenue ma relation familiale la plus proche, le pont entre la grand-mère que j'avais toujours été et la femme indépendante que je devenais. Elle ne m'a jamais poussée à me réconcilier avec son père ou sa tante. Ne m'a jamais fait sentir coupable des choix que j'avais faits pour me protéger. Au lieu de cela, elle a célébré ma transformation et soutenu mes nouvelles aventures. « Mamie, tu es comme une personne complètement différente, » m'a-t-elle dit lors d'un dîner dans un nouveau restaurant près du canal Saint-Martin. « Tu sembles tellement plus heureuse, tellement plus. Toi-même. » Elle avait raison. J'étais plus moi-même que je ne l'avais été depuis la mort de Robert, peut-être même plus moi-même que je ne l'avais été pendant notre mariage. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais entièrement pour ma propre satisfaction plutôt que d'essayer de répondre aux attentes ou aux besoins des autres. 2 ans après la crise, j'ai pris une autre décision majeure qui aurait été impensable pendant les années de pression familiale. J'ai décidé de vendre l'appartement du Marais après tout, non pas parce que quelqu'un me forçait, mais parce que je voulais quelque chose de différent pour le prochain chapitre de ma vie. L'appartement contenait trop de souvenirs douloureux maintenant, et je me suis sentie attirée par l'idée d'un nouveau départ ailleurs. Avec l'aide de Maître Chevalier, j'ai vendu la propriété pour encore plus que l'estimation initiale, 1 700 000 €, et j'ai utilisé le produit pour acheter un charmant 3 pièces à Issy-les-Moulineaux, juste de l'autre côté de la Seine, face à Paris. Le nouvel endroit avait des baies vitrées donnant sur le fleuve et la ligne d'horizon de la capitale. Je pouvais voir le pont Neuf au loin, un rappel d'où je venais, mais j'étais entourée de nouveaux voisins, de nouveaux restaurants, de nouvelles possibilités. À 76 ans, je recommençais tout à zéro, et cela me semblait la chose la plus naturelle du monde. Josiane était initialement sceptique quant à ce déménagement. Elle craignait que je ne fuis mes problèmes plutôt que de les résoudre. Mais quand elle a visité le nouvel appartement et a vu à quel point j'étais heureuse, elle a compris que c'était une croissance, pas une fuite. « Ma chérie, tu as l'air d'avoir 10 ans de moins », a-t-elle dit alors que nous étions assises sur mon nouveau balcon, regardant les bateaux-mouches traverser la Seine. « Cet endroit te va bien. » Elle avait raison. La personne que j'étais devenue, indépendante, aventureuse, confiante en mon propre jugement, avait besoin d'un espace de vie qui reflétait ses qualités. L'appartement du Marais avait été parfait pour la femme que j'étais pendant mon mariage, mais il ne convenait plus à la femme que j'avais choisi de devenir. François, le veuf que je fréquentais, a d'abord été déçu par ma décision de déménager. Nous avions développé une routine confortable de dîner, de cinéma et de longues promenades dans le Marais. Mais quand je l'ai invité à visiter mon nouveau quartier,
Il a été charmé à la fois par l'endroit et par la preuve évidente de mon bonheur. « Tu sais, Martine, a-t-il dit un soir alors que nous regardions le soleil se coucher derrière les toits de Paris, je n'ai jamais connu quelqu'un qui se soit réinventé si complètement à notre âge. C'est inspirant. Inspirant. » C'était un mot que je ne m'étais jamais associé, mais peut-être était-ce exact. Combien de femmes de 76 ans reconstruisent complètement leur vie après avoir découvert que leurs enfants ont essayé de les empoisonner pour un héritage? Combien apprennent à s'épanouir seules après des décennies, à se définir principalement par rapport aux autres? Les suites judiciaires de l'affaire se sont poursuivies pendant plusieurs années, principalement sous la forme de procès civils liés au paiement de restitution. David et Nathalie ont tous deux eu des difficultés financières après les sanctions pénales, et il y a eu des moments où j'ai presque eu pitié d'eux. Mais ensuite, je me souvenais de la manière systématique dont ils avaient miné ma santé et mon autonomie, des feuilles de calcul qui traitaient de ma vie comme une dépense d'entreprise, et ma sympathie s'évaporait. La justice, ai-je appris, ne consiste pas toujours en une punition. Parfois, il s'agit simplement d'empêcher d'autres préjudices et de créer un espace pour la guérison. Les ordonnances de protection signifiaient que je n'aurais plus jamais à voir ou à parler à David et Nathalie, sauf si je le choisissais. Cette protection juridique valait plus que n'importe quel règlement financier. Pour mon 78e anniversaire, Emma m'a organisé une fête surprise dans mon appartement. La liste des invités était éclectique. Josiane et plusieurs de ses enfants, François et sa fille, de nouveaux amis de mon cours d'aquarelle, des voisins de l'immeuble, même Maître Chevalier et le docteur Lambert, qui étaient devenus de véritables amis au fil des ans. En regardant la pièce remplie de gens qui se soucièrent de moi sans rien vouloir en retour, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de mieux que la famille que j'avais perdue. C'étaient des relations basées sur le respect mutuel et l'affection sincère, plutôt que sur l'obligation du sang et l'enchevêtrement financier. La plus grande surprise de la soirée est venue quand Emma s'est levée pour porter un toast. À ma grand-mère, a-t-elle dit en levant son verre de vin, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, jamais trop tard pour recommencer, et jamais trop tard pour choisir le bonheur plutôt que l'obligation. La pièce a éclaté en applaudissements, mais ce qui m'a le plus ému, c'est le regard dans les yeux d'Emma. De la fierté, de l'amour, et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Ma petite fille était fière de moi, non pas pour les sacrifices que j'avais faits ou la souffrance que j'avais endurée, mais pour la force que j'avais trouvée et la vie que j'avais construite. Cette nuit-là, après que tous les invités soient partis et que je sois seule dans mon appartement, je me suis tenue sur le balcon, regardant les lumières de Paris. 3 ans auparavant, j'étais une femme brisée, vivant dans la peur de ses propres enfants, doutant de sa santé mentale et de son droit à prendre des décisions sur sa propre vie. Maintenant, j'étais une femme qui s'était battue contre des abus systématiques et qui avait gagné. J'étais une femme qui avait reconstruit sa vie entièrement selon ses propres termes. J'étais une femme qui avait découvert que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on attend que les autres vous donnent. C'est quelque chose que l'on crée pour soi-même à travers les choix que l'on fait chaque jour. La transformation n'avait pas été facile ni rapide. Il y avait eu des nuits sombres où j'avais tout remis en question, où la solitude semblait écrasante, où je m'étais demandé si je n'avais pas fait une terrible erreur en coupant les ponts avec David et Nathalie. Mais chaque matin apportait une nouvelle preuve que j'avais fait le bon choix, que me protéger avait été un acte de respect de soi plutôt que d'autodestruction. J'ai pensé à ce mot que j'avais écrit au lieu de ma signature, droguée et à peine consciente. Non, c'était un refus instinctif, un rejet de leur tentative d'effacer ma volonté et mon autonomie. Mais c'était aussi une déclaration d'indépendance, le premier pas vers la reconquête de ma propre vie. Non à leur manipulation. Non à leur mépris déguisé en soin. Non à la signature qui m'ôterait mon avenir pendant qu'ils contrôlèrent mon présent. Non à accepter moins que ce que je méritais de la part des personnes qui prétendaient m'aimer. Ce seul mot m'avait sauvé la vie à plus d'un titre. Il les avait empêchés d'obtenir le contrôle légal de mes finances et de mes décisions médicales. Mais plus important encore, il m'avait rappelé que j'avais encore le pouvoir de refuser, de résister, d'insister pour un meilleur traitement. L'histoire aurait pu se terminer si différemment.
Si j'avais été un peu plus docile, un peu plus confiante, un peu plus disposée à croire que mes enfants savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi, j'aurais pu finir dans cette résidence pour seigneur beige, déclinant lentement pendant qu'ils profitaient du produit de la vente de ma maison. Au lieu de cela, je me tenais sur mon propre balcon privé avec l'une des plus belles vues du monde, financièrement sûre et émotionnellement saine, entourée de personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur donner. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est le cadeau de vous choisir vous-même plutôt que ses attentes. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner les pires pulsions des autres. Parfois, s'éloigner de sa famille est le seul moyen de sauver sa propre vie. J'avais appris que l'amour sans respect n'est que de la manipulation avec un meilleur marketing. J'avais appris que les liens du sang ne donnent pas automatiquement aux gens un accès illimité à vos ressources ou une tolérance illimitée pour leurs abus. J'avais appris que poser des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour maintenir sa dignité et sa santé mentale. Plus important encore, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour exiger un meilleur traitement, jamais trop tard pour construire la vie que vous voulez vraiment plutôt que la vie que les autres pensent que vous devriez avoir. À 78 ans, j'étais plus heureuse et plus épanouie que je ne l'avais été depuis des décennies. J'avais des projets pour l'avenir, des cours d'art en Toscane l'automne prochain, peut-être un atelier de poterie en Provence après cela. J'avais des amis qui appelaient juste pour discuter, des passe-temps qui m'apportaient de la joie, un espace de vie qui reflétait mes propres goûts plutôt que la vision de quelqu'un d'autre de ce qui était approprié pour une femme de mon âge. J'avais, de manière très surprenante, de l'espoir. L'espoir de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles aventures. L'espoir que les meilleures parties de ma vie pourraient encore être devant moi plutôt que derrière. L'espoir que je pourrais continuer à grandir, à changer et à découvrir de nouvelles facettes de moi-même pendant les années qu'il me restait. L'histoire de la trahison de ma famille était devenue l'histoire de ma libération. Le complot pour voler mon indépendance était devenu le catalyseur pour revendiquer plus d'autonomie que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La tentative de me diminuer avait abouti à mon expansion en une version plus grande et plus confiante de moi-même. C'est ce que je veux que vous compreniez, si vous avez écouté jusqu'ici. Si quelqu'un dans votre vie vous fait douter de votre propre jugement, sape votre confiance, ou vous pousse à prendre des décisions majeures basées sur sa convenance plutôt que sur vos préférences, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'obtenir d'autres avis. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Vous avez le droit de vous choisir, même si cela déçoit les autres. Vous avez le droit d'écrire non sur tout document qui ne sert pas vos meilleurs intérêts, au sens propre comme au figuré. Vous avez le droit de refuser de signer pour abandonner votre autonomie, votre dignité ou votre avenir, peu importe qui le demande et peu importe comment il présente la demande. Surtout, vous avez le droit de construire une vie qui vous rend heureux plutôt qu'une vie qui met les autres à l'aise. Vous avez le droit de prioriser votre propre bien-être, surtout lorsque les personnes qui prétendent se soucier de vous travaillent activement contre lui. Je sais qu'il est effrayant de tenir tête aux membres de sa famille, surtout quand ils vous disent que la résistance signifie que vous êtes confus, égoïste ou ingrat. Je sais qu'il est effrayant de risquer d'être seul plutôt que d'accepter un traitement qui vous diminue. Je sais combien il est difficile de faire confiance à ses propres perceptions quand les gens que vous aimez vous disent que votre réalité n'est pas réelle. Mais je suis ici pour vous dire que la peur est pire que l'expérience réelle de l'indépendance. Je suis ici pour vous dire qu'être seul par choix est infiniment mieux que d'être entouré de gens qui ne vous respectent pas. Je suis ici pour vous dire que vos instincts sur ce qui est le mieux pour vous sont probablement plus fiables que les opinions des autres sur ce qui est le mieux pour vous. Le plus difficile n'est pas de prendre la décision de se mettre en premier. C'est de vivre avec la culpabilité après. La petite voix qui vous dit que vous avez peut-être surréagi, qu'ils essayaient peut-être vraiment juste d'aider, que vous avez peut-être jeté quelque chose de précieux à cause d'un malentendu. Mais quand vous êtes assis sur votre propre balcon, regardant le soleil se coucher sur une vue que vous avez choisie parce qu'elle vous procure de la joie, entouré de gens qui se soucient de vous sans essayer de vous contrôler, la culpabilité se transforme en gratitude.
Gratitude pour votre propre courage. Gratitude pour la vie que vous avez construite. Gratitude pour la sagesse de reconnaître que tout amour ne vaut pas la peine d'être accepté. Avez-vous déjà ressenti la pression de votre famille pour prendre des décisions qui ne vous semblaient pas justes? Quelqu'un vous a-t-il déjà dit qu'il savait mieux que vous ce qui était bon pour votre propre vie? Racontez-moi dans les commentaires. Partagez votre histoire, vos luttes, vos victoires. Créons une communauté de personnes qui comprennent que se choisir n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et si cette histoire vous a donné de l'espoir, si elle vous a rappelé votre propre force, si elle vous a aidé à vous sentir moins seul dans vos luttes, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Assurons-nous que ce message atteigne tous ceux qui ont besoin de l'entendre, tous ceux qui ont besoin de la permission d'écrire leur propre version de non sur les documents qui diminueraient leur vie. Parce que vous valez la peine de vous battre. Votre bonheur vaut la peine d'être protégé. Votre vie vaut la peine d'être vécue selon vos propres termes. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer.